Il y a 250 millions d'années, les dinosaures et autres géants de la préhistoire régnaient en maître absolu sur la Terre. La raison de leur disparition brutale reste un mystère. Sous la surface des océans se cachent encore une centaine de témoins vivants de cette lointaine époque. L'homme saura-t-il les préserver de l'extinction qui les menace ? Aussi loin que l'on porte le regard, ce ne sont que des crêtes montagneuses à perte de vue, des tables rocheuses comme celle qu'on a juste devant, des apics majestueux et un dédale de canyon. Nous sommes bien dans le nord de l'Éthiopie. Bonsoir, c'est l'opération Okavango qui continue son itinéraire africain. On commence notamment avec cette chaîne de montagnes que l'on pourrait qualifier d'Alpes africaines, le toit de l'Afrique. Et puis après, nous entamerons une longue ligne droite d'ouest en est, en partant donc des hauts plateaux éthiopiens. Et petit à petit, nous allons descendre vers la mer, jusqu'à aller même 150 mètres, tenez-vous bien, avec cet avion sous le niveau de la mer, à Djibouti, à l'endroit où se forme en ce moment l'embryon d'un océan, le futur océan érythréen. Et là, nous nous poserons pour regarder d'un peu plus près le sol djiboutien qui compte aussi quelques trésors et quelques merveilles. Et après, on mettra cap au sud, après avoir quitté l'Éthiopie et Djibouti, et nous irons nous poser à Moroni, le petit port de Grande Comore, l'une des grandes îles de l'archipel des Comores, pour visiter les abysses comoriennes, car dans les eaux profondes, on sera peut-être en mesure d'observer le poisson, l'animal le plus fascinant de la création, un animal bien vivant, bien que l'ensemble des scientifiques le considéraient disparu depuis 70 millions d'années, un fossile en vie, le sélacanthe. Et pour cela, la Fondation pour la Nature et l'Homme, ancienne Fondation Ushuaïa, a organisé une expédition pour aller tenter d'observer à quelques centaines de mètres de profondeur ce poisson qui est un chaînon quasi intermédiaire entre le monde des océans et le monde terrestre. Voilà, on survole les Simiens dont la plupart des sommets dépassent 4000 mètres. Le plus élevé d'entre eux est le Rajdachen qui est à 4620 mètres. C'est le point culminant de l'Éthiopie. Et les Simiens, ce sont des montagnes incroyables, peu connues, il faut dire difficilement accessibles, qui se situent à peu près à 300 km au nord, légèrement à l'ouest d'Addis Abeba, en Éthiopie, ce pays merveilleux de l'Afrique que l'on connaît mal seulement à travers quelques séquences tragiques, une succession de sécheresses et de famines. Mais l'Éthiopie, c'est aussi, et heureusement pour ceux qui y vivent, un ensemble de paysages et de communautés humaines tout à fait extraordinaires. Voilà, on survole ces terres pastorales, ces villages avec les toits coniques de chaume traversés en leur centre par un mât en bois qui leur sert de soutènement. On est au pays des Amaras. Les Amaras, c'est le groupe ethnique le plus important de l'Éthiopie. Selon une légende éthiopienne, Dieu façonna son premier homme dans l'argile. Il mit sa première esquisse au feu, l'y laissa trop peu de temps, l'homme était blanc, il le jeta loin vers le nord. Au deuxième essai, il le laissa trop longtemps dans les flammes, si bien qu'il fut noir. Il le lança vers le sud. La troisième tentative fut la bonne, satisfait de son ouvrage, Dieu installa sa création sur la terre amarique. Présents dans ces montagnes depuis 800 ans, la plupart des Amaras n'ont rien modifié
à leur mode de vie. Ils sont restés des paysans attachés à leur terre, leur maison, leurs proches familles et à Dieu. Jamais plus de 5 à 6 habitations par village regroupent toujours une seule et même famille. La communauté idéalise le travail agricole et rythme sa vie selon les lois de la nature et des saisons, sans aucune concession au modernisme. Farouchement individualistes, chrétiens orthodoxes combatifs et travailleurs, les Amaras se sont imposés à la tête de l'Éthiopie. Pendant 7 siècles, tous les dirigeants de ce pays, à l'exception d'un seul, appartenaient à cette ethnie. Et la langue amharique s'est imposée d'elle-même. Parlée aujourd'hui par le quart de la population éthiopienne, elle est la langue officielle du pays et la langue sémite la plus parlée au monde après l'arabe. L'injera est la nourriture de base et le fleuron de la cuisine locale. C'est une crêpe à base de teff, une céréale qu'on laisse fermenter 3 ou 4 jours avant de la cuisiner. Mais cette brise-là va disparaître au fur et à mesure. Attention, Il dit ça tous les matins. Messieurs, dames. À droite pour aller à droite. J'aurais peut-être dû te le demander avant. Alors on se familiarise tout doucement avec cet engin qui est d'une utilisation totalement nouvelle, une espèce de combiné de différentes machines, un moteur de parapente à moteur dans le dos, un brûleur de montgolfière au-dessus de la tête, une bouteille de gaz sous les fesses. Et ici, à gauche et à droite, on déforme la voile par des ouïes sur le côté de l'enveloppe, ce qui permet de faire pivoter l'engin sur lui-même et avec la propulsion du moteur de tenter de contrarier un peu le vent. Je dis bien un petit peu.
montagne mystérieuse, la Haute-Éthiopie, l'Abyssinie. Ce dédale de canyons, de vallées et de montagnes tabulaires où nous avons réussi ce vol juste pour le plaisir des yeux. On va dire bonjour au camp. Ils sont en train de démonter le camp car on va partir sur le lac Tana. Pile dans cette direction. Le lac Tana, lové dans les plis des monts Sémiens, en plein cœur du pays Amhara, est la plus importante réserve d'eau douce d'Éthiopie. C'est le château d'eau de la Corne de l'Afrique. De quoi émouvoir le plus païen. Sur les îles du lac Tana, il y a à peu près une vingtaine de monastères d'inspiration byzantine. Il faut dire que le cœur de l'Éthiopie, et notamment les plateaux d'Abyssinie, sont le fief de la chrétienté depuis le IVe siècle. C'est le premier endroit en Afrique où la chrétienté s'est implantée. 4e siècle, c'est très ancien. Ajouter à cela le fait que on dit que c'est ici que la reine de Saba serait née. Il y a 600 ans, on aurait vu pour la dernière fois, avant qu'elle ne disparaisse, l'arche de l'Alliance qui recelait les tables de la loi dictée par Dieu à Moïse. Et puis il y avait jusqu'à il y a peu une communauté assez importante de Falachas, qu'on appelle les Juifs noirs, qui ont été rapatriés d'urgence en Israël, qui étaient censés être les descendants des gardes du roi Salomon. Toute cette région de l'Éthiopie conserve bien vivace une ferveur religieuse très importante. Et je crois que le lieu le plus incroyable qui existe, c'est la Libella. La Libella, c'est une atmosphère unique. On pourrait qualifier la Libella de la 8e merveille du monde. Peu de gens l'ont visité. En tout cas, l'équipe de Kavango a fait un petit aller-retour qui valait le déplacement. Ancrée comme un vaisseau de pierre sur les hauts plateaux, à 2400 mètres d'altitude, la Libella est considérée comme la Jérusalem du continent africain. À milieu du monde, loin de la foule, les prêtres et les diacres orthodoxes passent une vie de prière dans le silence et la pénombre des églises souterraines, taillées dans la lave rouge des volcans. Au XIIe siècle, les conquêtes musulmanes interdisent l'accès de la Terre Sainte aux chrétiens. Un jour, le prince Lalibela, né dans ces montagnes, fait un songe. Dieu lui révèle qu'il sera roi d'Éthiopie. En échange, il doit bâtir 11 églises orthodoxes ne ressemblant à aucune autre. Parvenu sur le trône, Lalibela exécute l'ordre du Seigneur.
La légende veut que les anges soient venus à son aide. Et en moins de 25 ans, le monastère colossal est taillé dans le roc. Tunnels, cryptes et passages étroits relient entre elles les différentes églises. Pèlerins, malades, ermites en mal de pénitence viennent toujours des quatre coins du pays tourner ici leur regard vers un au-delà qu'ils espèrent meilleur. Usant leurs yeux sur des manuscrits qui ont traversé les âges, de jeunes séminaristes déchiffrent le guèze, une langue morte réservée à un usage sacré. La renommée de ce lieu de pèlerinage n'a cessé de grandir au fil des siècles. Fresques, croix d'argent massif, trésors ornementaux s'y accumulent pour constituer un fabuleux trésor jalousement gardé par une puissante communauté de moines et de prélats. La ferveur religieuse est omniprésente, presque palpable. Héritée du Moyen-Âge, elle brûle toujours dans le cœur des Éthiopiens. Here. Oops. Okay, thank you, Bill. Terry, do you have the satellite phone? Thank you. The weather is changing. Yes, we have to go fast. Le temps qui est en train de changer. Tiens, Samara. Il faut qu'on décolle assez rapidement d'ici. On va prendre des nouvelles des Comores, trouver un abri pour le Catalina, laisser passer l'orage. Ce soir, on va aller camper au bord du Nil bleu. Et puis demain matin, on ira faire un petit tour avec nos parapentes à moteur avec Didier Emelin au-dessus du Nil bleu, qui est le principal affluent du Grand Nil, je le rappelle, qui est quand même le plus grand fleuve du monde. On va essayer d'avoir des nouvelles. Oui, tu m'entends, Pascal? Oui. Est-ce que tu as des nouvelles, toi, du sous-marin Dans Fricke? Parce que nous, on n'a pas réussi à les contacter. Oui, j'ai des nouvelles. Il est monté sur la barge qui est partie d'Afrique du Sud depuis quelques temps. Je pense qu'elle sera arrivée au Comores dans 24 heures à toi. 24 heures, bah écoute, nous on va voler demain matin sur les sources du Nil bleu et après on ira sur Djibouti pendant quelques jours. Donc je pense qu'on sera aux Comores en fin de semaine, ce qui leur permet peut-être de trouver les premiers sélacans. C'est prévu comme ça, je pense que normalement ils vont les trouver, j'espère, à toi. Ok, allez, salut Pascal. Salut Nicolas. L'équipe Okavango a levé le camp établi sur les hauts plateaux d'Abyssinie. Direction, les bords du Nil bleu, à une journée de piste environ. Les deux véhicules tout-terrain chargés à la limite de leur capacité transportent la logistique nécessaire à une vie en autonomie totale pendant une semaine pour une trentaine de personnes.
14h en temps universel et à Sainte-Hélène, 15h à Paris. Vous écoutez RFI, le journal des restaurants. Beaucoup plus rapide que les véhicules terrestres, le colibri se joue de tous les obstacles. L'hélicoptère arrive le premier au point de rendez-vous. C'est ici, à proximité des grandes chutes barrant le Nil bleu, que le camp sera établi pour quelques jours. Les camions, eux, roulent toujours. Et le mécanicien du colibri en profite pour effectuer quelques vérifications. Le soir venu, le camp attire les habitants du village voisin de Tissizat. Offrir du café est une tradition et sa préparation est un cérémonial. Le mot café vient de la province de Kaffa et c'est l'Éthiopie qui a donné ce breuvage au monde entier.